Les maladies cardiovasculaires. Alors, il s'agit de la deuxième présentation de notre série de webinaires. La première portait sur les maladies neurocognitives. Alors, on passe à la suivante. Alors, le système cardiovasculaire, évidemment, le système très important dans notre corps, mais aussi en termes d'impact sur le système de santé. Alors, on va aller voir un peu plus en détail. Le système cardiovasculaire, comme nous le savons tous, est composé du corps et des vaisseaux sanguins. Et sa fonction principale est de distribuer l'oxygène ainsi que les nutriments dans nos cellules, dans nos tissus. Et aussi, il comporte une importante fonction d'élimination, autant du gaz carbonique que des déchets, ou qu'on appelle communément les toxines. Alors, le cœur est le muscle le plus efficace dans le corps. Il effectue 2,5 milliards de battements au cours de notre vie en moyenne, et on dit qu'il effectue environ 100 000 battements par jour, et tout ça sert évidemment à faire circuler le sang dans notre corps, et nous pompons 7200 litres de sang à chaque jour. Alors, on peut estimer évidemment l'importance du muscle cardiaque, mais aussi du système cardiovasculaire. Alors, sur la diapositive suivante, nous avons une illustration. Alors, on voit bien que les artères en provenance du cœur apportent le sang chargé d'oxygène et de nutriments qui va venir approvisionner nos tissus, nos cellules, et ensuite récupérer les déchets métaboliques pour les acheminer vers les veines et à nouveau vers le cœur. Suivante. Donc, les maladies cardiovasculaires, comme je vous disais, sont une importante charge sur le système de santé. Il s'agit en fait de la deuxième principale cause de décès au Canada, la première étant le cancer. En 2010, les maladies cardiovasculaires ont affecté, c'est-à-dire ont contribué à 22% des décès. Et on dit qu'un décès à toutes les 7 minutes est attribuable aux maladies cardiovasculaires, donc autant les maladies qui affectent le cœur que les vaisseaux sanguins. Et on dit qu'il y a également une crise cardiaque qui survient à toutes les 7 minutes. Donc, on voit vraiment l'ampleur des maladies cardiovasculaires. Si on continue un petit peu avec les statistiques dans la diapositive suivante, on voit que les maladies cardiovasculaires sont une charge de 22,2 milliards de dollars par année. Ils constituent également la principale cause d'hospitalisation au Canada, avec 16,9 ou 17% si on veut, du total des hospitalisations attribuables aux maladies cardiovasculaires. Et on dit que 90% des Canadiens, donc 9 personnes sur 10, présentent au moins un des facteurs de risque de maladie cardiaque ou d'un AVC, d'un accident vasculo-cérébral. Alors, quand on parle de facteurs de risque, on se réfère notamment, par exemple, à la cigarette, à l'alcool, à la sédentarité, à l'obésité, à la pression artérielle élevée, par exemple, au taux de cholestérol élevé, le diabète. Alors voilà quelques-uns des facteurs que nous verrons en détail un peu plus loin, mais qui ont une corrélation directe avec l'incidence des maladies cardiovasculaires. Suivante. Donc, dans les 6 principaux types de maladies cardiovasculaires dont nous allons traiter aujourd'hui, on parle notamment de maladies cardiaques ischémiques, c'est ce qu'on appelle couramment la crise de cœur ou l'infarctus du myocarde. Ensuite, les maladies cérébrovasculaires, dont évidemment tout ce qui touche la circulation au niveau du cerveau. Les maladies vasculaires périphériques, ici on fait référence aux maladies vraiment de la circulation, mais n'affectant, c'est-à-dire pas qui ne touchent pas directement ni le cœur ni le cerveau. L'insuffisance cardiaque, alors évidemment,
le cœur qui n'arrive pas à faire son travail de façon complètement efficace. Les cardiopathies rhumatismales sont en fait des troubles causés ou reliés à les fièvres rhumatismales et les cardiopathies congénitales, évidemment, qui sont acquises. Donc, à la suivante, on va aller voir plus en détail la maladie cardiaque et ischémique. On dit que c'est le type de maladie cardiovasculaire le plus commun. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une occlusion artérielle, donc les artères qui sont bouchées, si on veut, et qui vont entraîner des défauts d'irrigation sanguine du cœur. Alors, quand on parle d'artères qui se bouchent ou qui se durcissent, il faut faire la distinction entre l'artériosclérose, donc qui est le durcissement qui est causé à des dépôts de calcium, et l'artériosclérose qui, lui, est plus en lien avec les dépôts lipidiques. Donc, évidemment, le durcissement des artères va éventuellement créer une surcharge de travail pour le cœur qui doit travailler plus fort afin de favoriser la circulation et puis éventuellement va causer la défaillance du cœur qu'on va qualifier d'infarctus du myocarde. Donc, maladie cérébrovasculaire à la diapositive suivante, on voit qu'il s'agit d'une occlusion artérielle qui va entraîner des défauts d'irrigation sanguine, mais au niveau du cerveau directement, et ça va provoquer un accident vasculaire cérébral. Donc, dépendamment d'où l'occlusion va survenir, différentes fonctions du cerveau seront à ce moment-là touchées. La maladie vasculaire périphérique, c'est notamment la circulation qui sera réduite au niveau des jambes. C'est pas toujours évident comme symptomatique. Ça se manifeste en général par une douleur aux jambes, mais ça peut être une sensation plus comme de lourdeur, de rigidité, etc. Et les gens vont pas toujours identifier là, systématiquement qu'il s'agit en fait d'une maladie vasculaire. Les maladies vasculaires, pourtant, sont très importantes. Elles augmentent significativement la mortalité due aux maladies cardiovasculaires. On dit que plus de 20% du risque d'un événement coronaire dans les 10 ans donc, qui vont suivre. Donc, c'est déjà un signe que le sang est moins fluide, que la circulation s'effectue moins efficacement. Donc, c'est un symptôme qui devrait vraiment attirer notre attention. Ensuite, à la diapo suivante, nous voyons que les cardiopathies rhumatismales et congénitales sont beaucoup plus difficiles à prévenir, moins directement reliées au mode de vie que les précédentes. Elles peuvent être causées par une infection bactérienne chez les enfants ou simplement une anomalie congénitale. Elles vont provoquer des lésions dans les valves ou carrément la structure du cœur comme telle. Alors, au niveau préventif, on peut traiter l'angine avec l'antibiothérapie et en présence de fièvre rhumatismale également, avoir recours à un traitement antibiotique pour les gens qui sont susceptibles. Donc, au niveau des facteurs de risque, on a vu que plusieurs facteurs de risque des maladies cardiovasculaires sont en fait liés à notre mode de vie. Ils sont les facteurs de risque qui sont aussi communs à d'autres troubles de santé, notamment le cancer, notamment les maladies neurocognitives dont nous avons parlé en février. Donc, les principaux facteurs de risque que nous allons aborder sont le tabagisme, la sédentarité, la mauvaise alimentation, ainsi que le stress. Une petite note intéressante au niveau de la soie dentaire. On dit que les personnes qui utilisent leur soie dentaire ont 50% moins de risque d'avoir une crise de cœur ou un infarctus du myocarde. Donc, ça serait intéressant d'aller valider est-ce que vraiment c'est la question de la santé des gencives et donc moins de bactéries, etc. Ou vraiment est-ce qu'on a plutôt à faire un lien moins direct, par exemple que les gens qui utilisent leur soie dentaire sont aussi peut-être les personnes qui sont plus
susceptibles d'avoir un mode de vie qui est protecteur là, contre les maladies cardiovasculaires. Mais quand même, intéressant de voir que 50% de diminution de risque pour les gens qui utilisent leur soie dentaire. Donc, suivante, dans les facteurs liés à la santé en général, bon, évidemment, nous savons tous que le taux de cholestérol élevé peut emmener les maladies cardiovasculaires, pas systématiquement, mais bon, il y a souvent une corrélation. L'hypertension artérielle, et on va voir un peu plus loin là, ce que nous considérons vraiment comme une tension élevée, et les diabètes. Donc, on dit que les facteurs de risque reliés au mode de vie sont souvent connectés aux facteurs de risque pour la santé, c'est ce que je mentionnais un tout petit peu plus tôt. Alors, le mode de vie, bon, par exemple, la cigarette, la mauvaise alimentation, le stress, etc., vont entraîner des problèmes de santé tels qu'un taux de cholestérol élevé, un taux de pression élevé, les diabètes, notamment le diabète de type 2, et ces facteurs vont ensuite augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Suivante. Donc, les facteurs liés au mode de vie, nous savons que ce sont les facteurs sur lesquels nous pouvons avoir un impact direct. Ce sont des facteurs modifiables qu'on peut facilement améliorer par l'amélioration des habitudes de vie. Alors, le premier facteur de risque modifiable que nous allons voir est évidemment le tabagisme, parce que vous savez tous que la cigarette va produire énormément de radicaux libres et que cette oxydation va endommager nos vaisseaux et favoriser l'accumulation de substances nocives là, à l'intérieur de nos artères. La cigarette également va contribuer à diminuer le HDL, donc notre bon cholestérol, et à augmenter le mauvais cholestérol, le cholestérol LDL. Le tabagisme également va réduire le taux d'oxygène dans le sang, va augmenter le rythme cardiaque, donc le cœur va travailler plus fort, il va se fatiguer plus rapidement. Le tabagisme augmente également la pression artérielle et va contribuer à la formation donc des plaques artérielles qui vont, elles aussi, demander un travail accru à notre corps. Le tabagisme à lui seul double le risque d'ACV. Il augmente de plus de 70 le risque de mourir d'une maladie cardiaque. 70 C'est donc dire que simplement en éliminant le tabagisme, vous venez de réduire de 7 possibilités sur 10 le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral. Donc vraiment, c'est un des facteurs les plus importants au niveau des maladies cardiovasculaires, mais notamment des AVC. Donc, le tabagisme cause de 40 à 45 des maladies cardiaques chez les personnes de moins de 65 ans. Et l'arrêt de la cigarette, hein, vous savez, les gens souvent vont nous dire, bon, ça fait 20 ans que je fume, ça fait 25 ans que je fume, ça ne vaut pas la peine. C'est tout à fait faux. Dès la première année qu'on arrête la cigarette, on réduit le risque de maladies cardiovasculaires de 50 et à l'intérieur de 5 ans, on revient à des taux normaux. Donc, même si une personne a fumé pendant plusieurs années, elle réduit de moitié son risque d'un ACV dans la première année, c'est-à-dire pas seulement d'ACV, mais de maladies cardiovasculaires en général. Et à l'intérieur de 5 ans de l'arrêt du tabac, ces risques reviennent au même taux qu'une personne qui n'a jamais fumé. Donc, il vaut toujours mieux cesser le tabac, même si c'est de façon tardive dans la vie, surtout pour les gens qui présentent d'autres facteurs de risque, soit au sein du mode de vie ou de façon génétique. Hein. Alors, le taux de tabagisme, bon, c'est quand même encourageant. On voit que les taux sont en diminution. Lorsqu'on a commencé à faire le monitoring des taux en 1965, on estimait que la moitié de la population fumait. Si on regarde les statistiques pour le Québec en 2008, on voit que 19 de la population fume. Donc, c'est quand même une personne sur 5, mais beaucoup mieux qu'une personne sur 2. Parmi les fumeurs, on dit que, c'est-à-dire 20 des hommes fument, donc une personne sur 5, et 16 des femmes fument, donc légèrement
plus d'hommes que de femmes du côté du tabagisme. Donc, le prochain facteur de risque que nous allons voir ensemble, il s'agit de la sédentarité ou du manque d'activité physique. C'est vraiment un problème au Canada. Évidemment, nos hivers ne favorisant pas toujours les promenades à l'extérieur et les activités physiques. 50% des Canadiens, soit une personne sur deux, affirment être sédentaires. Donc, c'est vraiment un gros point sur lequel nous pourrions mettre l'emphase, puisque la pratique régulière de l'activité physique permet vraiment de maintenir le cœur en bonne santé. La sédentarité double le risque de maladie cardiaque. Alors, si on combine déjà l'arrêt de la cigarette, donc qui permet d'améliorer notre risque de 70%, et la pratique régulière de l'activité physique, qui encore là nous offre un facteur de protection augmenté du double. Déjà, en mettant l'accent sur ces deux points-là, nous avons vraiment une belle amélioration là, du risque de souffrir de maladies cardiovasculaires. Alors, évidemment, nous savons que l'activité physique va réduire d'autres facteurs de risque, bon, au niveau des maladies cardiovasculaires, mais également au niveau de la santé, que ce soit au niveau du cancer, au niveau de la santé neurocognitive, comme on l'avait vu la dernière fois. On voit que la marche permettait de contrebalancer la perte naturelle de la masse cérébrale qui survient à un taux de 2%. Alors, en pratiquant l'activité physique, on favorisait le gain de 2%, donc on neutralisait la perte naturelle au niveau de la masse cérébrale. Alors, on voit que l'activité physique a des bénéfices considérables au niveau des maladies cardiovasculaires, mais aussi sur notre santé en général. Bon, du côté alimentaire, les facteurs qu'il faut regarder sont notamment le sel, les gras saturés, donc évidemment tout ce qui est fast-food, qui va être générateur également de cholestérol, mais également les sucres raffinés. Évidemment, ce type d'alimentation-là est un double fardeau, puisque d'un côté, il nous apporte des substances qui vont être nocives pour les maladies cardiovasculaires, mais en plus, c'est une alimentation qui est très faible en fibres, donc on sait que les fibres vont avoir un impact intéressant, par exemple au niveau du cholestérol, hein, de pouvoir se lier au cholestérol et permettre d'éliminer le cholestérol au niveau des selles. Également, ce type d'alimentation est très faible en densité nutritionnelle. Alors, comme le corps ne dispose pas des nutriments dont il a besoin, on a tendance à consommer plus de calories. Alors, l'alimentation est un autre facteur, évidemment, sur lequel il faut mettre l'emphase en thérapeutique, parce que même si les gens consomment bien au-delà de 2000 calories par jour en général en Amérique du Nord, on voit que les carences sont importantes. Si vous regardez le tableau, vous voyez que les carences en vitamine E, 93% de la population est carencée en vitamine E. Et là, on parle des apports du besoin moyen estimé. Là. Donc, ils sont vraiment des quantités minimales, non pas les quantités optimales que nous recommandons en médecine naturopathique ou en médecine orthomoléculaire, mais bien simplement les besoins moyens estimés. Et malgré ça, 93% des gens sont déficients en vitamine E. Et on sait que la vitamine E est un antioxydant majeur et qui est liposoluble, donc il va avoir un impact considérable au niveau des maladies cardiovasculaires. Ensuite, la deuxième carence la plus importante est la carence en magnésium. Et on connaît tous l'importance du magnésium au niveau de la santé cardiovasculaire. Alors, on voit déjà les deux premiers nutriments les plus déficients sont des nutriments là, qui sont très importants au niveau de la santé cardiovasculaire. Alors, il faut vraiment corriger l'équilibre nutritionnel des gens là, si on veut améliorer la santé cardiovasculaire. Alors, le sel est un autre point sur lequel il faut se pencher. On dit qu'avant le raffinage du sel, les gens consommaient en moyenne 768 mg par jour, comparativement à
4000 mg, donc 4 grammes de sel par jour que sont consommés par le Canadien moyen. Et de ces 4 grammes, 90% sont rajoutés dans l'alimentation, c'est-à-dire que ce ne sont pas des minéraux, il ne s'agit pas du sel qui provient naturellement des aliments, mais bien du sel de table qu'on rajoute. Donc, cet excès de sodium dans notre alimentation est lié à l'hypertension artérielle et donc va évidemment entraîner un risque accru de maladies cardiovasculaires. Alors, de quoi on parle quand on parle de maladies, c'est-à-dire quand on parle d'hypertension artérielle? Alors, vous savez que la pression moyenne ou la pression normale se situe à 120 de pression systolique sur 80 de pression diastolique. Lorsque la pression systolique est entre 120 et 139 et que la diastolique est entre 80 et 89, on considère qu'il s'agit d'un état de pré-hypertension. Donc, c'est une position un petit peu qui est sur un seuil critique là, et il faut le surveiller attentivement. Et dès que la pression à ce moment-là sera que la pression systolique sera au-delà de 140 et que la pression diastolique sera au-delà de 90, c'est là que nous tirons le trait vraiment de l'hypertension. Donc, il faut vraiment surveiller la pression. Les gens doivent prendre conscience du lien également du sel et des gras saturés et de la sédentarité, du tabagisme sur leur pression artérielle sont tous vraiment des facteurs qu'on peut corriger et qui très souvent, si on est dans un état de préhypertension notamment, vont permettre là, de garder le problème bien sous contrôle et d'éviter la prise de médicaments. Au niveau des gras, bon, nous parlons beaucoup depuis quelques années de l'impact des oméga-3. Donc, évidemment, il faut favoriser les bons gras, les gras insaturés, donc polyinsaturés, monoinsaturés, aux dépens des mauvais gras, des gras saturés. Donc, l'alimentation qui est riche en cholestérol, donc les gras animaux, par exemple, en graisses saturées et en gras trans, sont liés à l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, évidemment, parce que ces gras vont contribuer à augmenter le cholestérol et à créer des dépôts là, dans nos artères qui vont affecter notre pression et demander un travail accru, encore une fois, à notre muscle cardiaque. Donc, les gras polyinsaturés dont nous venons de parler, comme par exemple les oméga-3, peuvent contribuer à réduire ce risque. Donc, les gras saturés, on dit qu'ils sont la cause principale du taux de cholestérol élevé. On les retrouve évidemment surtout dans les sources animales. Bon, le sucre qu'on voit dans la diapositive suivante, évidemment, nous savons tous que le sucre est une source de calories vides. Ça diminue la densité nutritionnelle des aliments. Ça contribue à l'obésité et au mauvais contrôle du diabète. On voit que dans l'étude, il y a une étude qui a été effectuée sur des infirmières et on a vu que celles qui avaient une alimentation comportant un taux glycémique élevé avaient un risque de maladie cardiovasculaire et qui augmentait de 2 fois leur risque, qui doublait leur risque sur une période de 10 ans. Prochain facteur de risque que nous allons aborder ensemble, il s'agit évidemment du stress. Le stress augmente la pression artérielle, nous le savons, et va augmenter aussi le risque de maladie cardiaque et le risque d'accident vasculaire cérébral. Alors, on dit que lorsque nous sommes sous stress, la pression va augmenter. Et en plus, l'influence du stress va se manifester au niveau alimentaire parce que parfois, pour calmer le stress, les gens vont avoir tendance à manger davantage et souvent, on va se porter à ce moment-là vers des aliments qui sont moins intéressants, donc plus élevés en calories, plus élevés en gras.
Sous l'influence du stress aussi, si par exemple c'est un stress relié au travail ou aux études, souvent les gens vont avoir tendance à négliger de pratiquer leur activité physique et également les gens peuvent augmenter leur consommation de cigarettes. Donc, encore une fois, c'est un facteur qui va nous affecter de différentes façons puisque non seulement le stress déjà en lui-même va contribuer à augmenter la pression artérielle, mais il va aussi nous porter à avoir des comportements au niveau du mode de vie qui vont en eux-mêmes aggraver la situation. Donc, quelques moyens positifs pour gérer le stress. Bon, évidemment, l'exercice et l'activité physique viennent au premier rang. Donc, ils vont non seulement permettre de gérer le stress, mais aussi d'améliorer la santé cardiovasculaire en général. Et évidemment, les moyens nocifs qu'on a mentionnés, par exemple l'alcool, le tabagisme et la mauvaise alimentation. Bon. Ensuite, on dit que les facteurs liés à la santé sont des facteurs modifiables via l'amélioration des habitudes de vie, comme nous l'avons vu. Alors, un petit mot sur le cholestérol. Donc, le cholestérol LDL, low density lipoprotein, qu'on qualifie en général de mauvais cholestérol, est celui qui contribue à l'accumulation de gras dans nos artères, donc à l'athérosclérose. Quant au cholestérol HDL, le High Density Lipoprotein, c'est celui qu'on qualifie en général de bon cholestérol. Évidemment, le faible taux de HDL va augmenter le risque de crise cardiaque, donc d'infarctus et également d'AVC. Les LDL oxydés vont endommager les artères, donc dans le processus d'athérosclérose. Et donc, on voit sur la droite l'image là où on voit bien les dépôts qui vont s'accumuler, endommager la paroi de l'artère, contribuer au processus d'inflammation, donc qui est aussi toujours présent dans les maladies cardiovasculaires, et créer donc une charge accrue au niveau du muscle cardiaque. Alors, des chercheurs ont découvert que 44% des individus dont le taux de cholestérol LDL était au-delà de 160 mg par décilitre avaient des calcifications dans leurs artères comparativement à seulement 8% lorsque le cholestérol LDL était aux environs de 70 mg par décilitre ou moins. Donc, on voit une corrélation, encore une fois, entre le taux de LDL et les dépôts calciques, donc un autre facteur qui va endommager nos artères. Alors, qu'en est-il du lien entre l'inflammation et le cholestérol? Alors, on dit qu'il y a un lien entre des taux élevés de CRP ou la C-reactive protein, qui est un marqueur du taux d'inflammation qu'on peut faire évaluer au niveau sanguin. Et la maladie cardiaque a été démontrée à plusieurs reprises. Et de plus en plus, on parle vraiment du lien entre l'inflammation et les maladies cardiovasculaires, mais aussi plusieurs autres maladies chroniques comme le diabète, le cancer et j'en passe. Alors, quelques indices que la C-réactive protéine pourrait être plus importante que le fameux cholestérol LDL en tant qu'indicateur de risque de maladie cardiaque. Donc, c'est une pensée assez prédominante dans le milieu des médecines naturelles et bon conventionnelles aussi de plus en plus que l'inflammation serait un facteur encore plus significatif finalement que le taux de cholestérol dans l'évolution des maladies cardiovasculaires. Une étude étendue sur 8 ans qui impliquait 27 939 femmes a démontré que plus de la moitié des femmes qui ont par la suite développé une maladie cardiaque présentaient des taux élevés de cette fameuse protéine qui marque l'inflammation, alors que leur taux de LDL n'était pas considéré élevé. Donc, on voit bien presque 30 000 femmes qui présentaient un facteur d'inflammation élevé, mais pas nécessairement de cholestérol, étaient quand même à risque de maladie cardiovasculaire. Et
un docteur connu, le docteur Ritker, estime, lui, que ces chiffres, on pourrait les extrapoler à environ 25% de la population américaine. Alors, cette étude a été publiée en 2002 dans le New England Journal of Medicine. Donc, on peut aller voir et possiblement que ces chiffres seraient encore plus significatifs si on reprenait l'étude aujourd'hui. Alors, nous allons voir l'athérosclérose plus en détail. Donc, l'athérosclérose, comme je le mentionnais un peu plus tôt, il s'agit de l'accumulation de plaques, donc de dépôts de lipides au niveau des artères. Ça entraîne une diminution de l'irrigation sanguine et ça peut éventuellement contribuer à causer des blocages carrément des artères. Alors, ces accumulations peuvent se rompre et former des caillots sanguins. Donc, ils s'accumulent le long de la paroi de l'artère, mais éventuellement, l'accumulation, donc le caillot peut se détacher de la paroi et circuler. Et c'est là qu'on va avoir, par exemple, des occlusions qui vont survenir au niveau des jambes ou qui peuvent causer des embolies pulmonaires ou des accidents cérébrovasculaires. Donc, vraiment, facteur de risque très, très, très important et qui peut nous prendre par surprise. Alors, l'hypertension artérielle, on a vu qu'elle est considérée comme problématique quand les valeurs se situent au-delà de 140 sur 90. On dit que plus de 4 millions de Canadiens souffrent d'hypertension. Donc, il s'agit en gros d'une personne sur 5 au Canada qui est touchée par l'hypertension après l'âge de 12 ans. Plusieurs personnes ignorent qu'ils sont touchés parce qu'ils peuvent être asymptomatiques et s'ils ne font pas prendre leur pression régulièrement, bon, ils peuvent ne pas savoir, mais pendant ce temps-là, il faut savoir que le muscle cardiaque, lui, continue de fournir un effort accru et éventuellement, ça fait que la maladie cardiovasculaire va continuer de progresser. Alors, l'hypertension artérielle endommage non seulement les vaisseaux sanguins, mais elle peut aussi entraîner l'athérosclérose. OK, donc suivante, le diabète. Alors, on voit que le diabète est une autre maladie chronique qui est souvent reliée avec les maladies cardiovasculaires. On parle dans ce cas-là plutôt de syndrome X, hein, quand les gens ont une combinaison donc de facteurs, c'est-à-dire un taux de sucre élevé, taux d'hypertension, taux de cholestérol, et tout ça relié ensemble. On parle souvent de syndrome X. Donc, une personne sur 16 au Canada souffre de diabète. Le diabète augmente directement le risque d'hypertension et de maladies coronariennes ainsi que d'accidents vasculaires cérébrales. L'excès de sucre dans le sang endommage les vaisseaux sanguins. Ça épaissit donc les vaisseaux et les rend moins élastiques. Donc, évidemment, le sang va avoir plus de difficultés à circuler, à nous apporter l'oxygène et à vidanger les toxines. Et le diabète, évidemment, sera d'autant plus dangereux qu'il sera mal contrôlé. Le coût des médicaments pour le diabète, vous savez aussi, est très, très élevé. On dit qu'en moyenne, les gens vont dépenser entre 1 000 et 15 000 par année au Canada. Et les coûts directement reliés au diabète, que ce soit les coûts médicaux, les examens de laboratoire, la dialyse, par exemple, donc qui va toucher particulièrement les personnes atteintes de diabète, compte pour 15,6 milliards par année. Alors, on dit que ces chiffres pourraient atteindre les 19 milliards, au-delà de 19 milliards en 2020. Donc, évidemment, c'est vraiment des chiffres faramineux, surtout quand on considère que le diabète de type 2 peut être très, très bien contrôlé grâce à un bon mode de vie, une bonne alimentation et quelques suppléments. Donc, vraiment, là, il faut prendre soin du diabète parce que non seulement en lui-même, c'est un problème de société important, mais il est aussi directement relié avec les maladies cardiovasculaires.
Ensuite, un autre facteur de risque que nous avons abordé, que vous n'avez peut-être pas sur vos diapositives présentement, mais sur lequel j'aimerais glisser un mot, c'est le taux d'homocystéine. Donc, vous pouvez vous référer au webinaire que nous avons effectué le mois dernier sur les maladies neurocognitives. Le taux d'homocystéine, bon, vous savez, l'homocystéine est un acide aminé qui s'élève de façon anormale au niveau sanguin. On connaît l'homocystéine, c'est-à-dire on connaît le rôle de l'homocystéine dans les maladies cardiovasculaires depuis 1969. C'est un pathologiste du nom de Kilmer McCulley qui a fait cette observation. L'homocystéine est non seulement reliée aux maladies cardiovasculaires, mais on voit aussi des liens avec certains cancers, avec la dépression, avec la maladie d'Alzheimer, même avec l'ostéoporose. Et le taux d'homocystéine, ça peut être évalué très facilement au niveau sanguin. Il faut simplement demander au médecin de le faire pour vous. Et puis, si le taux d'homocystéine est effectivement élevé, c'est très facile à prévenir avec une bonne supplémentation dans notamment des vitamines du groupe B, la vitamine B6, l'acide folique, la vitamine B12, mais sur leur forme bioactive et d'autres substances comme par exemple le TMG, la triméthylglycine, vont avoir un impact important au niveau de la réduction du taux d'homocystéine. Diapositive suivante. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour protéger notre cœur? Alors, on dit qu'en Amérique du Nord, la plus grande menace pour la santé cardiaque provient de nos choix alimentaires et du mode de vie. Donc, comme nous le savons tous, la génétique a un rôle à jouer au niveau des maladies chroniques, mais ce qui va être encore plus déterminant, c'est notre alimentation et notre mode de vie. Donc, ces facteurs vont influencer directement la génétique et vont permettre aux gènes qui sont impliqués de s'exprimer. Alors, c'est une nouvelle science qu'on appelle l'épigénétique, donc qui nous parle de l'impact de l'alimentation et du mode de vie au niveau de notre génétique. Alors, même si nous venons au monde dans une famille prédisposée aux maladies cardiovasculaires, en général, nous allons pouvoir avoir quand même un impact très positif en agissant directement sur notre santé cardiovasculaire via nos choix alimentaires et nos choix relativement au mode de vie. Alors, dans la plupart des cas, les maladies chroniques sont évitables, ce qui revient à dire que notre santé dépend de nous. Alors, consommer des aliments frais et non chimifiés, comme nous l'avons vu, des aliments riches en gras saturés, en sucre, pauvres en fibres, vont directement affecter les maladies cardiovasculaires. S'entraîner régulièrement et inclure des suppléments alimentaires peuvent contribuer à protéger notre cœur. Et bon, non seulement notre cœur, mais vont nous protéger de la grande majorité des maladies chroniques qui sont présentement évidemment à un taux absolument épidémique. Donc, quelles sont les substances au niveau nutritionnel qui vont être particulièrement intéressantes au niveau du cœur et de la santé cardiovasculaire en général? Donc, le magnésium vient en tête de liste. Ensuite, les antioxydants, principalement la coenzyme Q10, la vitamine E et l'hydroxytyrosol, ainsi que les polyphénols, donc les belles substances colorées qu'on retrouve dans les fruits ou légumes et dans les suppléments. Les huiles de poisson, donc les fameuses oméga 3, une plante qui n'est plus à nommer en termes de maladies cardiovasculaires, évidemment l'aubépine, qui est certainement la plus connue. Ensuite, l'arjuna, qui est une plante qui nous provient de la pharmacopée ayurvédique. La curcumine, donc le principe actif qu'on retrouve dans le curcuma, et l'oxyde nitrique, donc précurseur des nitrites dans notre circulation. Alors, le magnésium, comme nous le savons tous, c'est un minéral qui est essentiel à la santé et au bon fonctionnement du cœur. On dit que le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans le corps. Vous savez, le magnésium, comme les autres vitamines et minéraux, est un cofacteur enzymatique, donc il va permettre d'activer des enzymes comme une clé dans une serrure, et ces enzymes vont toucher finalement plus de 300 réactions biochimiques à travers notre corps. On dit qu'environ 75%
d'entre nous sont carencés en magnésium, ce qui fait du magnésium le minéral le plus abondamment carencé. Donc, les gens ont tendance beaucoup à se supplémenter en calcium, et oui, le calcium est important, mais vraiment le magnésium est le minéral le plus carencé. Magnésium également très important au niveau du système nerveux, de nos glandes surrénales. Donc, on comprend donc l'importance de la carence, mais aussi du besoin de se supplémenter là, en magnésium. Donc, la carence est liée à de nombreux facteurs de risque, des maladies cardiovasculaires. La carence en magnésium va entraîner une résistance vasculaire accrue parce qu'évidemment, le magnésium est un relaxant vasculaire. Le magnésium va ainsi permettre de réduire la pression sanguine puisque en relâchant les vaisseaux, le cœur devra moins forcer pour acheminer le sang à travers notre corps et donc va permettre également de réduire le taux de battement cardiaque. Donc, le magnésium vient sous différentes formes sur le marché. Les deux principales formes qui nous intéressent au niveau des maladies cardiovasculaires sont l'orotate de magnésium et le taurate de magnésium. L'orotate de magnésium est intéressant parce que l'acide orotique comme tel améliore la fonction cardiaque. C'est important de choisir un orotate de magnésium qui est un vrai sel de magnésium et non pas juste une combinaison de magnésium et d'acide orotique. Et il s'agit du produit qui dispose de la meilleure disponibilité en termes de sel inorganique de magnésium. Quant au taurate de magnésium, en fait, il s'agit d'une combinaison de magnésium et de taurine, et la taurine est un acide aminé qui permet de régulariser le rythme cardiaque. Le taurate de magnésium est un très, très bon cardioprotecteur et c'est une forme de magnésium qui présente également une très, très bonne biodisponibilité. Le supplément d'orotate de magnésium permet d'augmenter le glycogène au niveau du cœur, permet d'améliorer la synthèse des protéines ainsi que les taux d'ATP, donc d'énergie à l'intérieur de la mitochondrie. Tous ces facteurs sont habituellement réduits lorsque nous sommes en présence de défaillance cardiaque. Donc, vraiment, l'orotate de magnésium est un supplément important qui permet d'améliorer la contractilité au niveau du cœur et particulièrement lorsque les gens ont déjà souffert d'un premier événement cardiaque, ce sera important de les supplémenter en orotate de magnésium. Quels sont les dosages recommandés au niveau du magnésium? Bien, on parle d'au moins 300 mg par jour. Le mieux, c'est toujours de le prendre en dose fractionnée. Au-delà de ces doses, nous pouvons voir des diarrhées apparaître, mais en général, les gens vont assez bien tolérer, surtout sous la forme de taurate et d'orotate, des dosages jusqu'à 600 mg par jour. Et voilà, au-delà desquels on pourra voir des sels plus molles apparaître, mais c'est souvent un effet qui est plus un effet intéressant qu'un effet secondaire, puisque les Canadiens en général sont assez touchés par la constipation, vu le manque de fibres dans l'alimentation, le manque de consommation d'eau, le manque d'activité physique. Donc, c'est souvent un effet qui va être intéressant finalement, le fait que le magnésium va amener des sels un peu plus molles. Alors, le magnésium, on peut le prendre avec les repas, mais finalement, sous ces formes très biodisponibles que sont l'orotate et le taurate, nous pouvons les prendre à n'importe quel moment. Nous passons ensuite à la coenzyme Q10. Donc, la coenzyme Q10, on en parle beaucoup depuis quelques années, parce qu'évidemment, c'est un antioxydant majeur qui agit autant du côté des lipides que des substances hydrosolubles. Donc, vraiment, coenzyme Q10 constitue un traitement adjuvant qui est très efficace dans les cas d'insuffisance cardiaque. Ça améliore le cœur d'une façon globale, donc le bon fonctionnement cardiaque. Et dans une étude clinique qui impliquait 2600 personnes, on a démontré une amélioration dans la fréquence cardiaque, la pression artérielle ainsi que l'arythmie.
Donc, voilà déjà juste avec la coenzyme Q10. Donc, la coenzyme Q10 est un supplément aussi qui a un rôle dans la production énergétique et qui va également affecter d'autres maladies comme par exemple le cancer. Donc, c'est un bel élément antioxydant à inclure presque, je dirais, de façon systématique dans un programme de supplémentation. Alors, au niveau cardiaque, la coenzyme Q10, en plus de son rôle antioxydant, va permettre de prévenir l'oxydation du cholestérol LDL, donc le mauvais cholestérol, va permettre de stabiliser les membranes cellulaires des plaquettes. Un petit mot concernant les précautions, il y a une interaction entre le coenzyme Q10 et le coumarin. Donc, il faut faire attention de ce côté. On dit aussi que la coenzyme Q10 permet d'améliorer l'issue des chirurgies cardiaques chez les personnes âgées. Donc, en prévention, mais aussi en traitement. Donc, quelques résultats d'études. Après le traitement, l'angine de poitrine, les arythmies totales et la faible fonction ventriculaire gauche furent réduites de façon significative dans un groupe qui utilisait la coenzyme Q10 comparativement au groupe placebo. Donc, on a vu une réduction au niveau de l'angine de poitrine chez les gens qui utilisaient la coenzyme Q10. On voyait un taux de 9,5 versus 28,1 pour les gens qui ne l'utilisaient pas et des chiffres à peu près comparables au niveau des arythmies et de la fonction ventriculaire gauche. On voit aussi que l'ensemble des événements cardiaques, incluant les morts subites et l'infarctus non fatal, furent réduits de façon significative dans le groupe qui utilisait la coenzyme Q10 comparativement au groupe placebo. Donc, on voit une réduction de la moitié, c'est-à-dire 15 versus 30 Prochaine substance très intéressante, il s'agit de la vitamine E. Comme nous l'avons vu dans une diapositive antérieure, la vitamine E est le nutriment le plus carencé dans l'alimentation nord-américaine. Cependant, quand nous utilisons la vitamine E sous forme de supplément, il est très important d'utiliser la bonne forme de vitamine E, c'est-à-dire la forme complexe qui comporte les 8 molécules de vitamine E, soit tous les tocophérols, mais également la famille des tocotriénols. L'alpha-tocophérol est plus élevé par rapport au gamma chez les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Et on sait qu'il est important d'avoir des ratios équilibrés entre les différentes formes de tocophérol. Le gamma-tocophérol est la forme qui est la plus importante pour protéger le cœur. Lors d'une méta-analyse sur la vitamine E, on avait vu que des suppléments qui contenaient seulement l'alpha-tocophérol étaient problématiques, là, principalement pour les gens qui étaient touchés par les maladies cardiovasculaires. Après seulement un mois de supplémentation à 400 unités internationales par jour d'alpha-tocophérol, on parle de vraiment la molécule d'alpha-tocophérol isolée, les taux de gamma-tocophérol ont été réduits des 2/3. Donc, finalement, si on prend seulement la forme d'alpha-tocophérol, on antagonise le gamma-tocophérol, qui est donc la forme la plus intéressante pour les gens touchés par les maladies cardiovasculaires. Et on dit que ça pourrait prendre jusqu'à 2 ans suite à l'utilisation d'un alpha-tocophérol tout seul pour que le taux de gamma-tocophérol arrive à se normaliser une fois la supplémentation terminée. Donc, vraiment pour les gens qui ont consommé de l'alpha-tocophérol tout seul pendant des années, ça va être particulièrement important de leur donner un complexe de vitamine E qui va contenir donc l'alpha, mais les gamma-tocophérol surtout, et également les tocotriénols. Donc, très, très important de choisir une vitamine E comme la Total E qui contient la vitamine E dans son entier et non pas simplement l'alpha-tocophérol. Donc, les tocotriénols permettent de réduire le taux de cholestérol jusqu'à 31 en seulement 4 semaines. Donc, vraiment, facteur extrêmement important dans la réduction du cholestérol. Donc, évidemment, les choix alimentaires vont avoir un impact majeur, mais aussi la vitamine E va permettre de contribuer à réduire le taux de cholestérol et d'autant plus si on combine avec des fibres qu'on va retrouver, par exemple, dans l'avoine.
Le gamma-tocopherol permet de régulariser la pression des liquides extracellulaires, par exemple. Donc, la pression accrue des liquides extracellulaires, c'est ce qui va entraîner l'hypertension. Donc, au niveau de la réduction de cholestérol, de quoi on parle comme taux, eh bien, on voit que nous pouvons aller chercher une réduction entre 5 et 22 du taux de cholestérol total et de 10 à 20 donc au niveau du cholestérol LDL. Et ce qui est très intéressant au niveau de la vitamine E, c'est que contrairement aux médicaments de type statin qui vont bloquer le HMG là, au niveau des sites récepteurs, nous allons plutôt agir en augmentant sa dégradation et évidemment, nous n'allons pas avoir les effets secondaires, si on veut, des statins, notamment, donc par exemple au niveau de son effet cancérigène et son effet négatif au niveau des taux de coenzyme Q10. Parce que vous savez que nous avons vu un peu plus tôt là, la corrélation entre le coumadin et la coenzyme Q10. Donc, évidemment, si les gens consomment ces médicaments-là, il faudra particulièrement veiller à supporter le taux de coenzyme Q10. Les oméga 3, très important également, on voit qu'un traitement avec seulement 1 gramme d'oméga 3 par jour permet de réduire les décès d'une façon globale de 20 les décès reliés aux maladies cardiovasculaires de 30 donc d'un tiers, et la mort subite par arrêt cardiaque de 45 donc presque la moitié des morts subites par arrêt cardiaque pourraient être prévenues en incorporant seulement 1 gramme par jour d'oméga 3 au niveau de l'alimentation. Alors, vous voyez, si on combine déjà ça avec l'activité physique et la réduction ou l'arrêt du tabac, nous pouvons avoir un impact là, vraiment très, très, très considérable au niveau de la santé cardiovasculaire. Au niveau des plantes, je vous ai mentionné un petit peu plus tôt l'aubépine. Ce sont les flavonoïdes contenus dans l'aubépine qui sont intéressants au niveau de la cardioprotection. Ça aide le cœur endommagé, donc ça aide la réparation, mais ça aide aussi au niveau de la prévention. Et en termes de traitement, nous parlons du traitement de la cardiopathie ischémique. Dans les études cliniques, nous voyons que le cholestérol de type HDL permet d'être augmenté avec l'aubépine et ça permet une réduction également au niveau des triglycérides et on parle d'un dosage d'environ 600 mg par jour pour obtenir ce type de résultat. Alors, dans une étude qui touchait 1000 patients souffrant d'insuffisance cardiaque, l'aubépine a permis de réduire la pression artérielle et la fréquence cardiaque, a permis également d'augmenter la performance physique, d'améliorer la fonction cardiaque, spécifiquement la fraction d'éjection, et d'améliorer d'autres symptômes communs comme la nicturie, donc les urines nocturnes, et l'édème des jambes. C'était dans ce cas-ci une étude qui a été effectuée sur une durée de 6 mois. L'aubépine est une plante qui apporte différents principes actifs, donc c'est vraiment une fonction de normalisation que nous allons chercher. C'est une plante qu'il faut prendre en général au moins 3 mois avant d'observer les bénéfices importants, mais par contre, elle va vraiment contribuer à normaliser, donc on ne fait pas que camoufler les symptômes, on contribue vraiment à améliorer la santé globale du cœur avec la belle plante qui est l'aubépine. Alors, une autre étude a démontré que l'extrait d'aubépine à raison de 900 mg par jour, cette fois-ci, pris pendant 2 mois, a été aussi efficace que de faibles doses de captopril, qui est un médicament de prescription pour le cœur, dans l'amélioration des symptômes d'insuffisance cardiaque. Donc, vraiment, très intéressant. On sait aussi que l'aubépine va avoir un impact au niveau des personnes qui souffrent de diabète de type 2. Et donc, on voit là, un double impact dans les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires.
Prochain supplément que nous allons aborder ensemble, il s'agit de la niacine. Donc, la niacine, dans un essai clinique qui portait sur plus de 8000 hommes qui avaient déjà subi une crise cardiaque et qui ont reçu l'un des 4 médicaments contre le cholestérol ou la niacine ou un placebo. Le traitement par la niacine a réduit le taux de crise cardiaque non fatale de 27 donc environ d'un tiers, et d'AVC de 26 donc un quart ou entre un quart et un tiers au cours de l'étude clinique. Les hommes qui consommaient les suppléments de niacine ont été 11 moins susceptibles de mourir d'une cause quelconque comparativement au groupe placebo. Donc, la niacine, ça fait longtemps qu'on utilise la vitamine B3 dans le cadre des maladies cardiovasculaires. Alors, la niacide, intéressant, mais encore une fois, important de l'utiliser sous la bonne forme. Donc, dans une autre étude, comparativement au l'ovastatine, la niacine a permis de réduire le cholestérol LDL à un niveau comparable, c'est-à-dire 23 versus 32 pour le statine. Elle a permis d'augmenter les HDL de façon beaucoup plus importante que les statines, c'est-à-dire de 33 comparativement à 6 La niacine a aussi réduit la lipoprotéine A d'un incroyable taux de 35 donc par un tiers, tandis que la thérapie par l'ovastatine n'a eu aucun effet sur la sur la lipoprotéine A. Alors, le dosage de niacine qu'on utilisait dans l'étude clinique, on a commencé à 375 mg par jour et on a augmenté progressivement durant l'étude pour se maintenir autour d'un taux de 2000 mg par jour sur une période de 2 mois. Donc, vraiment des résultats très intéressants qui amélioraient là, les paramètres d'au moins un tiers sur une période de 2 mois seulement. Alors, encore une fois, si on combine des suppléments comme le magnésium, la niacine, l'aubépine, on peut avoir un effet là, synergique qui va améliorer l'ensemble des paramètres qui sont impliqués dans les maladies cardiovasculaires. Alors, je vous parlais un petit peu plus tôt également de supporter la méthylation. Il existe 2 suppléments très intéressants chez Aware. Le premier s'appelle Max-Méthyle. Donc, vous n'avez pas devant vous, je crois, cette diapositive, mais simplement peut-être faire la recherche au niveau du Max-Méthyle qui comporte la vitamine B6 sous sa forme biodisponible, donc qui est le P5P, l'acide folique sous forme de 5-MTHF et la vitamine B12 sous sa forme méthylée. Et ces vitamines sont combinées avec la triméthylglycine ou le TMG dans leur forme active avec des dosages là, adéquats pour favoriser donc le taux d'homocystéine normal. Et vous pourriez aussi tout simplement incorporer le Advance B complexe, donc un complexe de vitamine B, encore une fois dans leur bonne forme biochimique, dans les bons dosages, pour permettre là, de réduire le taux d'homocystéine. On dit que la vitamine B, le complexe B sous cette forme, peut permettre de réduire le taux d'homocystéine jusqu'à 30 Donc, vraiment, un impact, encore une fois, très, très, très considérable qu'on peut obtenir à l'aide des suppléments. Une autre plante que j'aimerais mentionner, il s'agit de l'arjuna, donc de son nom latin Terminalia arjuna, donc une plante qui nous provient de la pharmacopée ayurvédique, donc qui nous provient de l'Inde. L'arjuna a démontré des bénéfices importants dans les études cliniques au niveau de l'insuffisance cardiaque congestive. Elle permet d'augmenter la capacité du muscle cardiaque, d'augmenter l'activité du pompage du sang par le cœur d'environ 10 et la capacité de vidangeage du ventricule gauche de 20 Donc, au total, on réduit de 2 tiers les crises d'angine chez les sujets qui étaient stables auparavant. Donc, vraiment, particulièrement chez cette clientèle touchée par les maladies cardiovasculaires, donc les personnes touchées par l'angine, l'insuffisance cardiaque congestive, l'arjuna va être une plante très intéressante. Ensuite, donc, la curcumine. Donc, curcumine, un autre vraiment produit intéressant. Donc, la curcumine qui est le principe actif qu'on retrouve dans le curcuma.
la plante, encore une fois, qui nous provient aussi de la pharmacopée indienne. La curcumine permet de réduire directement la C-réactive protéine, donc le marqueur d'inflammation dont on a mentionné un petit peu plus tôt. Et dans une étude effectuée sur la curcumine, on a vu qu'elle permettait d'augmenter le bon cholestérol, donc le cholestérol HDL de 29 et de réduire le cholestérol total de 11 Il existe un complexe chez Auer qui s'appelle le Advanced Cardiac Support, qui combine donc la curcumine, les polyphénols et l'hydroxytyrosol. Les polyphénols, pour leur part, aident à prévenir l'oxydation des LDL et permettent de réduire l'apolipoprotéine. L'hydroxytyrosol, il s'agit d'une substance qu'on a fait détecter dans l'huile d'olive et cette substance particulière, dans une étude clinique, permettait de réduire le LDL oxydé ainsi que la tension artérielle. Donc, une combinaison de ces trois substances dans le produit Advanced Cardiac Support va avoir un impact considérable au niveau de la santé cardiovasculaire. Il existe un autre produit intéressant qui s'appelle Decolest. Évidemment, comme son nom l'indique, c'est un produit qui permet d'agir au niveau du taux de cholestérol. Donc, ce produit est composé de berbérine, de feuilles d'artichaut, de théaflavine, donc principe actif qui nous provient du thé vert et du thé noir, et de stérols végétaux. Donc, la berbérine permet de réduire le taux de cholestérol total d'environ 18 et plus spécifiquement le taux de LDL de 21 La feuille d'artichaut, de par ses capacités cholagogues-cholérétiques, va permettre de diminuer le cholestérol total d'environ 19 et les LDL de 22 Quant à la théanine, elle aura un impact de 11 et de 16 et les stérols végétaux vont, eux, permettre de réduire le cholestérol LDL de 15 quand on le combine à un régime alimentaire sain. Donc, évidemment, une belle synergie ici de plantes qui va permettre de potentialiser les effets hypocholestérolémiants de chacune des plantes de façon isolée. Ensuite, l'oxyde nitrique. Bon, l'oxyde nitrique, vous savez, c'est les substances qu'on retrouve à l'intérieur des fruits, des légumes, bon, particulièrement des légumes tels que la betterave ou les légumes verts feuillus, mais qu'on ne consomme pas suffisamment dans notre alimentation. Alors, l'oxyde nitrique va favoriser la vasodilatation, va vraiment permettre un effet hypotenseur spectaculaire. Donc, on a trouvé il y a quelques années un chemin alternatif parce que on utilisait toujours l'arginine auparavant comme précurseur de l'oxyde nitrique sous forme de supplément, mais on se rend compte que pour que les enzymes qui effectuent cette conversion soient efficaces, on doit travailler dans un milieu à ce moment-là où le pH est optimal, où on est en norme oxy, c'est-à-dire où le taux d'oxygène est aussi optimal, ce qui est peu souvent le cas chez les personnes qui ont souffert d'accidents cérébrovasculaires notamment. Donc, on a trouvé un chemin alternatif pour la production de l'oxyde nitrique, qui est donc le chemin qui permet de convertir les nitrates qui proviennent de l'alimentation ou des suppléments, par exemple, de nitrate de potassium, en nitrite et puis en oxyde nitrique. Donc, ce chemin va permettre également un recyclage de l'oxyde nitrique pour que le corps puisse disposer de réserves pour son bon fonctionnement de façon générale. L'oxyde nitrique, vraiment, est une molécule de signalisation, donc elle va jouer un rôle à plusieurs niveaux dans le corps, mais elle était surtout étudiée dans le contexte des maladies cardiovasculaires. Alors, on dit que 500
millilitres de jus de betterave, soit donc l'équivalent de 2 verres de jus de betterave, vont permettre de diminuer la pression artérielle systolique d'environ 10,4, la pression diastolique de 8,1 et on va remarquer ces effets après seulement 1 heure de traitement et ils vont perdurer jusqu'à 24 heures. Malheureusement, les gens ne consomment pas toujours leurs 2 verres de jus de betterave à tous les jours. Il faut aller via la supplémentation. Donc, chez AOR, nous avons le nitrate de potassium, en fait, qui a été rajouté dans des suppléments comme le Blood Pressure Relief, également sous forme naturelle dans le complément Beets and Berries. Donc, les bénéfices des nitrates au niveau du cœur, on a vu que ça permet de réduire la tension artérielle, ça permet de vasodilater les vaisseaux sanguins, ça améliore le fonctionnement des vaisseaux en prévenant les lésions et la formation de plaques, ça améliore le fonctionnement des plaquettes, donc ça permet de prévenir leur adhérence, ce qui va entraîner des caillots. Ça permet de réduire les effets nocifs de l'ischémie, donc ça permet d'augmenter finalement le taux d'oxygénation et de diminuer les lipides et les triglycérides. Donc, ensuite, pour conclure, si nous faisons un petit retour sur l'ensemble des nutriments qui sont importants pour la santé cardiaque. Je vous rappelle que le magnésium était le plus important, mais également le plus carencé. Il est préférable d'utiliser le magnésium sous forme d'orotate de magnésium ou de taurate de magnésium. La niacine, donc la vitamine B3 dans des dosages pouvant aller jusqu'à 2000 mg par jour. Les antioxydants, surtout la vitamine E, mais la vitamine E sous sa forme complète, donc la famille des tocotriénols et la famille complète des tocophérols avec une emphase particulière au niveau des gamma-tocophérols. La coenzyme Q10 également, donc pour son effet préventif, mais à ne surtout pas négliger en présence de médicaments de type statine. L'hydrotyrosol, donc qui nous provient de l'huile d'olive, les polyphénols, les huiles de poisson, donc nous avons vu que même à 1 gramme par jour d'oméga 3, nous avons une amélioration importante des maladies cardiovasculaires, mais des morts subites également. La curcumine, donc le principe actif que nous retrouvons dans le curcuma, qui lui va avoir un rôle particulier au niveau de l'inflammation notamment. L'oxyde nitrique qui permet donc le bon fonctionnement des vaisseaux, vasodilatation, bonne signalisation moléculaire. Au niveau du cœur qui a déjà subi des dommages, il faut mettre l'emphase particulièrement au niveau de la coenzyme Q10 et des plantes telles que l'aubépine et l'arjuna. Et évidemment, ne pas négliger surtout l'activité physique, une saine alimentation et, comme nous l'avons vu, l'arrêt du tabac et évidemment l'amélioration des autres maladies connexes qu'on retrouve souvent combinées avec les maladies cardiovasculaires. Alors voilà, ceci conclut notre webinaire sur la santé cardiovasculaire. J'espère que vous avez bénéficié d'informations nouvelles et que je peux compléter au besoin par une période de questions. Et sinon, vous pouvez toujours me contacter directement à mon adresse courriel seduma@aor.ca.